thank you for coming. I'm happy to see so many people. I think that we had to add some chairs. Thanks for the enthusiasm. Et alors, je vais parler en français. Et je m'excuse parce que mon français c'est pas très poétique, mais c'est pas mal déjà. Et aussi parce que c'est dans les sessions de café de secrétaire général. Je crois que c'est la première session en français et ça doit changer parce qu'on aime beaucoup la France et les Français et je suis très fier de le faire avec Michael. Et alors c'est un plaisir, un très grand plaisir d'accueillir Michael Jérémias à l'OCDE. On vient d'avoir une conversation avec le secrétaire général très intéressant et j'espère que pour nous très utile pour commencer à améliorer les politiques publiques et à intégrer ce défi dans le travail de l'OCDE. Et Michael est un quadruple champion paralympique de tennis. Il a gagné l'or en double en 2008 aux Jeux de Pékin. C'est vrai? C'est vrai, oui. Les bronzes ensemble et l'argent en double en Athènes en 2004 et bronze en double à Londres en 2012. Mais ce n'est pas tout. C'est remarquable parcours sportif. Michael a fondé avec sa femme et son frère l'association Comme les autres en 2011. Non? Et cette association se spécialise dans l'accompagnement des personnes handicapées suite à un accident de la vie dans de nombreux aspects. Leur parcours de reconstruction, notamment les droits, l'insertion socio-professionnelle, les logements, la mobilité, les sports, la culture et les loisirs. Comme les autres, c'est aussi fixé un objectif qui est au cœur de la présentation d'aujourd'hui, créer un monde plus juste et plus égal en contribuant au changement de regard et des relations entre le monde handicap et le monde valide. Et Michael nous présentera aujourd'hui, il parlera de son expérience, de ces défis, des défis auxquels il a fait face en fondant comme les autres et comme les organisations internationales telles que l'OCDE peuvent contribuer à la réintégration des personnes handicapées dans la société ainsi qu'au niveau professionnel et personnel. Il sera aussi très enrichissant d'apprendre de ton expérience, Michael, en tant que sportif professionnel. Et moi, comme je t'avais dit, j'ai joué au football entre 15 et 21 ans au niveau professionnel aussi. Et après, j'ai cassé les ligaments croisés et j'ai fait un bordel. Et maintenant, j'ai continué à jouer au football. Mais mon rêve, c'était de participer dans les Jeux olympiques et de représenter mon pays dans les Jeux olympiques comme tu l'as fait. Alors, et tu es un role model pour moi et dans ce domaine. Et j'espère que tu peux partager aussi l'enthousiasme et la force que tu as pour améliorer et les appuis à tout le monde dans ce domaine. Alors, on va commencer avec une petite question. Je vais déclencher la conversation avec Michael avec une question. Après, on va avoir de Q&A avec vous. Et je vais commencer avec une question. Et je veux te demander comment l'association, comme les autres, a été fondée. Quelle est l'histoire de l'association? Bonjour à toutes et à tous. Bon, désolé pour le retard, on a bu beaucoup de café avec le secrétaire général. Et non, moi je suis ravi d'être là, c'est la deuxième fois que je viens à l'OCDE et ravi d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous. En fait, l'association comme les autres, elle est née d'une expérience personnelle. Moi j'ai un accident de ski à l'âge de 18 ans et je suis devenu paraplégique après cet accident-là et je me suis reconstruit. Alors qu'est-ce que ça veut dire se reconstruire? C'est que j'ai retrouvé une vie sociale épanouie, parce que c'est l'enjeu, je pense, pour tout le monde dans notre société, c'est d'avoir une vie sociale épanouie, peu importe la manière dont on le fait, c'est d'être heureux, quoi, en gros. Et donc ça a mis un certain nombre d'années pour moi pour retrouver ça. Et donc j'ai constaté qu'il y avait plusieurs facteurs qui sont des facteurs universels. C'est l'entourage, c'est
la capacité à rire de tout, mais à rire de l'inacceptable. Donc l'humour, l'autodérision est un outil important dans le parcours de construction. C'est le sentiment d'utilité, l'activité, pas forcément un travail rémunéré, mais de faire des choses qui sont productives, des choses utiles. On a l'impression en tout cas d'être utile. Il y a le tempérament, et ça on ne maîtrise pas forcément. C'est ce qu'on est, la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a été formaté par la société. Et donc, en fait, toutes ces choses-là ont fait qu'avec un entourage extrêmement aimant, extrêmement sensible, qui savait exactement se comporter avec moi quand j'ai eu mon accident, avec le fait d'avoir des frères avec qui on a toujours fait les cons, et ça n'a pas arrêté après mon accident, et donc d'être capable justement de rire de ce qui m'arrivait, alors que c'était quand même finalement assez grave quand ça s'est passé. Et bref, tout ça a fait que au bout de quelques années, et pourtant on parle de quelques années dans mon cas, eh ben, j'ai retrouvé une vie, et j'ai découvert une vie sociale épanouie et à m'éclater. Alors je suis devenu sportif de niveau un peu par accident, c'est le cas de le dire. J'aurais jamais été ce tennisman professionnel valide. Comme le rappelle si bien mon grand frère, j'avais un jeu de jambes de merde. Donc tant mieux pour le tennis en fauteuil. C'était fait pour moi. Il m'a dit ça texto après que je sois devenu champion de France. Donc il savait, il avait raison. Et donc j'ai eu cette vie qui n'est pas ordinaire d'être sportif de niveau professionnel, mais surtout voilà, progressivement construit ça dans ma vie. En tout cas, ces outils-là, je me les suis appropriés, on les a un peu retrouvés, créés de manière familiale, plus personnelle. Et en fait, 11 ans plus tard, il se passe plein de choses dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et moi, je me rendais compte que je n'étais pas très utile à la société. Mon métier, finalement, c'était de bien taper dans une balle jaune. En soi, c'est pas plus con que sauter le plus loin possible dans un bac à sable, en référence à d'autres sportifs qu'on aime bien, mais mon métier c'était ça. Et je me dis, qu'est-ce que j'apporte moi à mon petit niveau, bien sûr, à mon humble niveau, à la société? Bah rien, on fait quoi? Rien. Si j'inspirais peut-être quelques gamins qui eux-mêmes handicapés se disaient, bah tiens, peut-être que super, je peux faire du sport, mais il manquait quelque chose. Et en fait, au détour d'un déjeuner entre mon grand frère et ma femme, ils ont eu l'idée en fait de créer une association qui, d'une certaine manière, pourrait répondre à ces questions-là. Donc c'est parti d'un déjeuner, je les ai retrouvés après, et on a créé cette association. C'est pour justement permettre à des personnes handicapées comme moi, victimes d'accidents de la vie, d'avoir en leur possession les outils. Ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser à leur place, ça, il n'y a que la personne handicapée, la personne victime d'accident qui va pouvoir les utiliser, mais c'est en tout cas de les mettre à disposition. Donc on a créé cette association qui organise des séjours sportifs à sensations fortes, où on mélange un public handicapé et un public valide. Et où l'idée, alors tout est gratuit, on ne veut pas discriminer des populations déjà en situation extrêmement précaire, et l'idée c'est de se dire, il y a une vie sociale épanouie possible après l'accident. On peut être heureux malgré le fait qu'on soit en fauteuil roulant, malgré le fait qu'on soit amputé, malgré le fait qu'on soit handicapé. Et il y a la place pour ça. Simplement, il y a des étapes incontournables. Il y a des outils indispensables pour justement arriver à se reconstruire. Et donc on les a identifiés. Le sport, et le sport à sensation forte est un de ces outils-là. Et la manière dont on l'a construit a fait qu'aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 personnes handicapées dans leur parcours de reconstruction. On était une structure au début uniquement bénévole, et on avait investi sur nos deniers personnels avec mon frère et ma femme. Et aujourd'hui, on a une structure qui a accueilli plus de 500 personnes handicapées, qui a 12 salariés à plein temps sur l'association. On se développe maintenant sur le territoire. On a une antenne en région PACA, région Rhône-Alpes, on est sur les Hauts-de-France bientôt. Bon, en gros, on a 5 antennes. Et l'idée, c'est de se dire qu'un jour, cette association puisse répondre à toutes les problématiques des personnes victimes d'accidents de la vie chaque année. On estime à peu près à 1500 blessés médulaires par an. Blessés médulaires, c'est-à-dire que c'est un accident de la moelle épinière. Ça peut être une maladie, ça peut être une paraplégie, une tétraplégie, une hémiplégie. On prend aussi dans l'association des gens qui ont des gros problèmes de mobilité, donc quelqu'un qui a été amputé très haut pourra évidemment bénéficier de ce qu'on fait. On s'est spécialisé là-dessus parce que c'est un public qu'on connaît, qu'on identifie, dans lequel on pense avoir une expertise et une capacité particulière justement d'accompagnement. Mais ça ne solutionne pas le problème du handicap de manière globale. Sauf que pour mettre en place ce qu'on fait avec notre association, au-delà de l'accompagnement personnalisé, c'est un travail de lobby, c'est un travail politique auprès des structures avec lesquelles on travaille au quotidien, que ce soit avec les entreprises, évidemment avec les associations, avec le monde politique, le monde médiatique. Et donc aujourd'hui, l'association comme les autres aussi a vocation à faire ce travail-là, à un moment d'aller bousculer un petit peu la société qui aujourd'hui, il faut le savoir en France, discrimine les personnes handicapées. Nous sommes la minorité la plus discriminée dans notre société. Et pas uniquement pour l'accès à l'emploi, où on a un taux de chômage 2 fois plus important que pour des personnes valides, mais de manière globale dans tous les secteurs de la société. Donc voilà un peu comment c'est né et comment ça s'est développé, et les objectifs, les ambitions de l'association.
Magnifique. J'ai ici 3 questions, mais après notre déjeuner et après notre conversation, j'ai presque 10 questions. Alors, on va faire vite. Non, on parlait de l'importance de lobby, de l'importance d'avoir une unité et pour avoir une force d'influence dans les politiques publiques. Est-ce que ton association, est-ce que ton travail t'a amené à construire cette unité entre les différentes discapacités et pour avoir une voix plus forte, plus puissante. Vous n'êtes pas dans cette activité. Moi, je pense que le plus grand handicap de la minorité à laquelle j'appartiens, c'est justement cette incapacité qu'on a, et moi ça fait 18 ans, mais il y a des gens qui ont fait ce travail bien avant moi, cette incapacité à se fédérer. Aujourd'hui, on est 10 à 12 millions de personnes handicapées dans notre société. Alors, ce n'est pas des gens en fauteuil roulant, hein. On représente 2% de la population handicapée. Quand on est en fauteuil roulant, dans cette salle, il y a des personnes handicapées, alors en fauteuil roulant qui sont là identifiées ou avec une prothèse. Donc ça, on peut les identifier, mais 80% des handicaps sont invisibles. Et quand on prend le ratio, donc 10-12 millions, c'est après un sixième de la population française. Donc dans cette pièce, il y a des personnes qui ont des handicaps invisibles. Donc c'est un problème universel. Mais notre incapacité, c'était justement de fédérer toutes ces personnes-là et d'être aujourd'hui un lobby extrêmement fort. Le pouvoir de nuisance, parce que c'est comme ça le monde dans lequel on vit malheureusement, le pouvoir de nuisance que pourraient avoir aujourd'hui les personnes handicapées si on était capable de se structurer autour d'un projet global qui est uniquement la défense de notre citoyenneté, c'est-à-dire en tout cas de notre capacité à accéder aux droits comme les autres. Aujourd'hui, on gagnerait très rapidement, on gagnerait des années. Sauf qu'on en est incapable, pour plein de raisons, on ne va pas le développer maintenant, parce que les pathologies sont différentes, parce que les enjeux sont différents, que ce soit handicap moteur, handicap de naissance, handicap invisible, handicap psychique, mental, bon bref. Il y a plein de raisons qui l'expliquent, qui ne sont pas forcément des raisons très réjouissantes dont on devrait être justement plutôt dont on ne devrait pas être fier, mais en tout cas c'est cette réalité-là. Moi ce que je fais, mais c'est à titre personnel, mon association évidemment est un outil important pour ça, c'est de faire ce lobby, c'est de faire ce travail-là auprès des gens et des structures auxquelles on a accès. Moi finalement ma plus grande fierté dans mon parcours de sportif de haut niveau, c'est tout ce que ça m'a ouvert comme porte, en tout cas en termes d'utilité. Évidemment, gagner une médaille, tout ça, c'est génial, et c'est à refaire, je le referai, et puis je suis très fier de ça, mais il n'y a pas le dixième de ce que je peux faire, il n'y a pas le dixième des choses auxquelles j'ai accès, auxquelles j'aurais eu accès uniquement parce que ce que je raconte peut être quelque chose qui est intéressant. Non, c'est parce que le fait d'avoir ce discours en étant champion, ça m'a ouvert des portes. Donc j'aurais pu uniquement continuer à faire ce que je faisais avant et à m'éclater comme ça, mais moi je me suis pris une claque après les Jeux de Pékin, j'ai eu une blessure où j'ai failli arrêter ma carrière. Et voilà, et je me suis dit, mais en fait, justement, ce sentiment d'utilité. Et donc tout ça s'est fait un peu naturellement, tout ça s'est fait avec du sens. Et aujourd'hui, avec les chances que j'ai, c'est-à-dire venir ici auprès de vous, d'être avec le secrétaire général tout à l'heure, que ce soit avec notre président, avec notre secrétaire d'État, avec nos différents ministres qui travaillent sur ces questions-là, avec des directeurs de chaînes, avec des entreprises, des petites, moyennes et grandes entreprises, avec d'autres associations, c'est d'aller rencontrer finalement tous les acteurs de la société et pour justement essayer de faire quelque chose qui est quand même qui paraît quand même assez évident, assez basique en 2018 en France, c'est de vivre ensemble. Alors c'est une belle promesse politique, le vivre ensemble. Mais là, ça prend tout son sens, c'est la capacité à vivre selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions. Alors vous me direz, oui, vous n'êtes pas les premiers, il y a les femmes, il y a eu d'autres minorités, les Noirs, les Arabes, il y a 20 ans, 30 ans, qui étaient sous-représentés dans les médias, qui ne sont pas d'ailleurs beaucoup plus représentés aujourd'hui. On a tous les mêmes combats, c'est-à-dire que les minorités ont les mêmes combats aujourd'hui. Simplement, nous, ça arrive plus tardivement, sachant que nous, on cumule, on en rigolait tout à l'heure, mais on n'est pas que en fauteuil roulant, il y a des femmes en fauteuil roulant, il y a des noirs en fauteuil roulant, il y a des homosexuels en fauteuil roulant. Et donc en fait, on se retrouve à mener un combat qui paraît évident, en tout cas pour moi il est évident, mais qu'on ne devrait pas avoir à mener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que moi je puisse avoir un emploi comme vous, que je puisse aller en boîte comme vous, alors là je parle pour les plus jeunes, mais en même temps c'est ouvert à tout le monde, mais je veux dire, que je puisse en fait, d'où le principe de baliser la différence, c'est qu'en fait que je puisse avoir accès aux mêmes choses que vous, me paraît pour moi évident. Une banalité sans nom, sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible en France en 2018. Et je précise bien l'année où on est et dans quel pays on parle. On ne parle pas d'un pays où le premier combat, c'est d'avoir accès à l'eau courante. On parle d'un des pays les plus riches au monde. Notre incapacité, l'incapacité de nos gouvernements successifs de trouver une solution pratique qui, contrairement à ce qu'on dit, ne coûte pas des dizaines de milliards d'euros. Le bon sens, ça ne coûte pas d'argent.
la capacité à trouver des solutions concrètes au quotidien. J'ai à me faire monter sur ces strates, s'il n'y avait pas eu cette petite rampe, c'est pas la fin du monde. J'aurais pu quand même y monter avec quelqu'un qui fait un petit coup de main. Tout n'est pas question d'accessibilité, tout n'est pas question de normes. Évidemment, pour un certain nombre de handicaps et de pathologies, il faut prendre ça en considération. Parce que moi, j'ai un fauteuil manuel, quelqu'un qui a un fauteuil électrique qui fait 100 kg, ne dira pas, ouais, mais moi, on ne monte pas 2-3 marches à l'entrée d'une boîte ou d'un restaurant. Donc évidemment, la question de l'accessibilité universelle est un enjeu. Et pas que pour les gens en fauteuil roulant, pour les parents qui ont des enfants en bas âge, pour les touristes qui ont qui ont des valises, pour les gens qui font la manutention et qui n'ont pas forcément leur camionnette, sachant que ce sera, et tant mieux, plus compliqué, de plus en plus compliqué de se déplacer en ville en voiture. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème universel. La question de l'accessibilité, la question de vivre ensemble, la question de donner les moyens à tout le monde de jouir de ce que la vie a à nous offrir. Et donc, moi, aujourd'hui, oui, ma petite notoriété de sportif de haut niveau et des portes qui sont ouvertes me permet de faire ça. Mais moi, j'ai aucune prétention. Je sais bien que seul, je ne changerai pas le monde. En tout cas, pas tel que j'aimerais pouvoir le changer. Mais c'est justement d'avoir ces opportunités avec tous les publics que je rencontre, avec toutes les personnes, décisionnaires directement ou pas, mais ne serait-ce qu'un citoyen qui, lui, le jour où il sera confronté, ait une attitude plus juste. La fameuse question du bon sens. Baliser les différences, c'est ça. C'est qu'en fait, évoluer à côté de quelqu'un qui n'est pas exactement comme vous, moi ici, je vois, je sais pas, vous êtes une cinquantaine, il n'y a pas une personne qui se ressemble. C'est-à-dire, vous avez tous vos caractéristiques. Et il y a plein d'autres caractéristiques, que ce soit parce qu'on a un beau pull bleu marine ou une belle écharpe. Chacun a ses distinctions. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un fauteuil roulant. Non, c'est que cette différence, c'est aussi la richesse de notre société. On parle beaucoup de diversité. Là, on est en plein dedans. C'est une vraie richesse, quoi. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Et donc voilà, donc de faire ce travail, en tout cas de lobbying. Alors le mot est souvent associé à quelque chose de péjoratif. Nous, on est victimes justement des lobbies en France. Lobbies et groupements immobiliers, transport. Voilà, on a un certain nombre de lobbies, logements, voilà, qui nous posent un certain nombre de problèmes. Donc à nous aussi de faire ce travail-là, de se fédérer en voilà, un groupe qui est une espèce d'unité. Alors, je ne sais pas si on peut prétendre à un poste de président des handicapés. Je ne crois pas. D'ailleurs, ce ne serait peut-être pas souhaitable. Mais voilà, il faut en tout cas faire ce travail-là parce que on y arrivera comme ça, manifestement, que ce soit des politiques de gauche, des politiques de droite, que ce soit des hommes ou des femmes qui les portent, on ne trouve pas la solution. Et on nous dit depuis des dizaines d'années que c'est la priorité du quinquennat, c'est la priorité de ça. Mais profondément, la société, elle change, mais extrêmement lentement. Et on n'a qu'une vie, quoi. Je ne sais pas pour vous, moi en tout cas, je ne suis pas un chat, j'ai qu'une vie. Et donc, pour le coup, je ne vais pas attendre que ce soit toujours la génération d'après. Donc moi, je voudrais aussi en profiter. Et alors, c'est plus facile d'être handicapé aujourd'hui peut-être qu'il y a 50 ans. Il y a 100 ans, on en crevait. Aujourd'hui, on en vit de mieux en mieux. Il y a plein de progrès, il y a plein d'améliorations. L'innovation technologique, l'innovation de la médecine, plein de choses qui rendent la vie beaucoup plus confortable et agréable au quotidien. Mais on ne parle pas de survivre, là on parle de vivre. Et vivre, c'est jouir de ce que la vie a à nous offrir. Et donc oui, pour répondre à ta question, parce que tu vois, je digresse beaucoup, oui, je vais faire du lobby. Je le fais déjà et je vais continuer à le faire. C'est pas un péché, hein, c'est vrai. Et dernière question, je veux aussi interaction avec le public. Et on parle de cette limitation qu'on trouve comme handicapé dans la société, et parfois trop souvent. Et est-ce qu'on trouve aussi de qualité, de force exceptionnelle chez nous, et quand tu es handicapé aussi, qui peut te mettre dans un avantage comparatif, même dans le monde du travail parfois. Et est-ce que le sport peut être un moyen pour reconnaître ces qualités et ces forces qui te donnent aussi d'avoir ce problème, ce challenge personnel? Dans le monde de l'entreprise, il y a une étude qui était intéressante, qui est sortie récemment, sur 5 femmes atteintes d'un cancer pendant leur parcours de vie, qui retournaient à l'emploi après avoir donc dû s'arrêter à cause de de leur maladie. 2 des 5 revenaient avec des capacités supérieures, c'est-à-dire par rapport à ce qu'elles produisaient avant, en tout cas avec une force supplémentaire. C'est-à-dire une capacité à un moment à se dire, mais attends, j'ai surmonté un cancer. Et là, vous êtes en train d'essayer de me faire peur parce qu'il y a une acquisition, fusion à la fin de l'année, ou parce qu'il y a ce dossier que je dois rendre vendredi. Cette pression dont toi tu souffres, qu'est-ce que c'est alors que moi je viens de devoir affronter les conséquences d'un cancer. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail à faire de désacralisation. C'est la vision et l'ignorance qu'on a autour du handicap. Handicap et performance, ces deux mots, moi je n'en entends jamais parler. Quoi, si, quand
quand moi j'en parle, parce que je défends ça, mais on ne parle pas de ça. Handicap et performance. Mais pas performance parce que capable de servir bien au tennis ou de courir vite ou de rouler vite. Non, performance dans la capacité à faire des choses qui sont, qui sont efficaces dans l'entreprise. La performance, c'est pas d'être toujours le plus rapide possible, c'est de faire les choses bien, voire des fois même mieux que les autres. Et une personne handicapée, il n'y a rien sur le papier. Je parle à compétence égale, qui n'est pas en capacité de faire ça. Et donc il y a aujourd'hui ce travail à faire, c'est un travail d'information, sensibilisation. J'aime pas le terme, mais en même temps, moi je passe ma vie à le faire, mais on devrait déjà être au-delà de ça. C'est-à-dire que sensibiliser aux gens que oui, vous savez, être handicapé, ça peut arriver à tout le monde, et puis c'est pas contagieux forcément, d'ailleurs pas forcément du tout, je crois que c'est pas contagieux, hein, rassurez-moi. Mais voilà, et une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, la banalisation, c'est avant de dire une personne handicapée, elle peut être en retard comme un autre, mais elle peut être en avance comme un autre, comme une autre. Elle peut être performante, elle peut vous permettre de gagner tel ou tel projet, tel ou tel. Mais la réalité, c'est encore une fois, c'est une personne comme les autres. Et le sport qu'on utilise beaucoup dans l'association et qui, moi, m'a aidé aussi à me reconstruire, en fait, c'est un outil qui est essentiel quand vous venez avoir un accident de la vie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en tout cas pour les gens en fauteuil roulant comme moi, vos bras deviennent vos jambes. La société vous dit que vous ne correspondez plus aux critères d'esthétisme, aux critères qui vous permettent d'être autonome, d'être performant. En gros, c'est la société qui vous rend handicapé. C'est pas votre situation au quotidien. Moi, quand je suis chez moi, je ne suis pas handicapé. C'est quand je sors de chez moi que je commence à être handicapé. C'est la société qui est hostile. C'est pas l'environnement que moi je me suis créé. Et en fait, le sport, il a plusieurs vertus. La première, c'est qu'il vous rend autonome. L'autonomie, c'est un truc, vous vous en souvenez plus, mais vous l'avez fait il y a une trentaine d'années, une cinquantaine d'années. C'est quand vous avez 1 an ou 2. Moi, j'ai un garçon qui a 2 ans et demi, on lui apprend à être autonome. Nous, on a réappris ça quand on a eu notre accident. On a réappris à être autonome, mais sur des choses basiques. Apprendre à aller aux toilettes, apprendre à se laver, apprendre à s'habiller, apprendre à aller d'un endroit à l'autre. Ce transfert de ce siège à ce siège m'a pris un quart de seconde. Je ne me posais même pas la question de comment je le fais, mais je ne savais pas le faire quand j'ai eu mon accident. Donc tous les gestes banals du quotidien, le sport, en tout cas, est un accélérateur pour trouver cette autonomie. Ensuite, il y a un autre enjeu, et je ne parle vraiment pas de sport de niveau, c'est de se reconstruire un corps abîmé, qui ne correspond à aucun critère. Alors l'idée, c'est pas de faire des gens égocentriques et qu'on soit là à se regarder toute la journée dans la glace, ah, je me kiffe maintenant, c'est bien. Non, c'est pas ça, mais de se réapproprier son corps et de pouvoir aussi s'apprécier à nouveau. Avant de laisser la place à quelqu'un, donc là je parle de la vie affective, avant de laisser la place à une personne pour qu'elle vous aime, mais en tout cas pour qu'elle puisse valoriser ce que vous êtes, ce que vous représentez, il faut commencer à le faire soi-même. Pour moi, c'est un enjeu important. Encore une fois, c'est pas au miroir, non, c'est simplement de se reconquérir son identité. Et ça, le sport peut être un outil aussi pour ça. Moi, comme mon fauteuil roulant, la première fois qu'on m'a amené mon fauteuil roulant dans mon centre d'éducation, ça faisait 1 mois et demi que j'étais alité. Je vois mon fauteuil roulant qui arrive pour mon premier test pour aller sortir du lit. La seconde où j'ai vu ça, je me suis pas dit qu'est-ce que c'est que ce truc froid impersonnel qui va diriger ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Je me suis pas dit ça, je me suis dit putain, ça y est, j'ai enfin l'outil qui va me permettre d'être autonome, l'outil qui va me permettre de sortir de cet environnement médicalisé. Moi, je l'ai vu comme ça. Alors, je dis pas que tout le monde doit être aussi bête et enthousiaste. Ah, chouette, un fauteuil, j'allais me balader. Non, c'est pas ça. Mais moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme cette opportunité de sortir. Et le fait de faire du sport fait que, au début, je pouvais juste aller là. Puis après, je voulais aller sur la terrasse. Puis après, il y avait 2 marches. Je voulais aller en bas des 2 marches. En fait, ça m'a permis de découvrir le monde. Et donc, cet enjeu est important. Donc, le sport, on ne parle pas de former des sportifs de niveau. On s'en fout. Ça tant mieux pour ceux qui arrivent. Mais c'est que c'est un outil formidable, justement, d'autonomie. Et puis, au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure, le sport, c'est un endroit où créer du lien social. C'est un endroit qui vous permet de l'activité physique, qui vous permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Nous, on est une population sédentaire, encore plus que vous, donc avec des risques de maladies cardiovasculaires parce qu'avec des risques de surcharge pondérale. C'est un endroit où on joue selon les mêmes règles, où on est censé, en tout cas, évoluer selon les mêmes règles. Donc on est en tout cas pas au minimum moins discriminé. Donc oui, c'est un enjeu important. On a les Jeux Olympiques et surtout Paralympiques en 2024 à Paris, donc c'est demain. On a énormément de travail à faire là-dessus, et ne serait-ce que pour cet enjeu-là, ce que les Jeux peuvent apporter à une société comme la nôtre dans sa construction, pas dans son organisation. Moi, je vous le dis déjà, hein, sans aucune prétention, les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques, ça va être un carton. Je vous le dis. Pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont fait avant nous, même à Rio, alors qu'il y avait une crise politique et économique, c'était super. Même à Athènes, en 2004, ou encore aujourd'hui, ils le payent. C'était super, c'était mes premiers Jeux. À Tokyo, là, dans 2 ans, ça va être extraordinaire. À Sochi, pour ceux qui ont suivi les Jeux d'hiver à Sochi, moi j'y étais. À Sochi, je suis allé commenter les Jeux à Sochi. Quand vous voyez ce qui a été fait, les scandales qu'il y a eu, c'était super. Pour le monde entier, il y a eu 1 milliard de téléspectateurs, ils ont vu des Jeux, waouh, des belles performances. Donc on fera le boulot, il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon que les autres. On fera peut-être même mieux, qui sait. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 ans. Comment on va servir justement de cet élan-là pour fédérer là, pas uniquement les personnes handicapées, mais toute la société derrière un projet commun, de vivre ensemble,
autour de cette accessibilité plus juste, une accessibilité évidemment physique à la société, mais une accessibilité au droit, accès à l'emploi, mais accès aussi, mais surtout, à la culture, aux loisirs, au sport, aux choses en fait, qui vous font plaisir. Quand vous venez ici du lundi au vendredi, même si votre travail est sûrement passionnant, parce que vous faites des choses utiles, je sais maintenant un peu plus ce que fait l'OCDE, même si Angela m'en avait parlé avant, mais le sentiment d'utilité, c'est vraiment important. Moi, j'en suis convaincu dans le bien-être et l'épanouissement, mais on est beaucoup à attendre le week-end, ou la soirée ou les vacances. Mais pas parce qu'on se fait chier au boulot, c'est pas pour ça. C'est que c'est quand même dans ces moments-là où on retrouve justement ces sources de plaisir. Tout le monde n'est pas amoureux de son travail. La plupart des gens vont travailler parce qu'ils doivent travailler. Alors c'est peut-être un peu moins le cas dans des structures comme la vôtre, mais voilà. Et donc l'enjeu, il est aussi à ce niveau-là. C'est de se battre sur des choses essentielles du quotidien pour finalement profiter de toutes les choses dont chacun devrait pouvoir profiter dans notre société. Amen. Et ici, tu as dit, pas, tout le monde n'est pas amoureux de son travail. Ici, à l'OCDE, c'est tout le monde. C'est ce qui se dit en vrai dans les couloirs. C'est évident. Et, ok, je vais passer les micros à vous. Et quelqu'un veut poser. Et je vous invite à poser des questions, des questions et des interpellations, comme le secrétaire général dit, de violent objections as well. Et là, tu m'as perdu. Et qui va commencer là-bas. Il y a Mike. Voilà, Costas. Bonjour. Ah, vous pouvez poser les questions en anglais aussi, en espagnol, ça va, je parle chinois. français. Non, en anglais. Moi, j'ai une question. Je pense qu'on est nombreux ici à avoir habité dans différents pays, et je pense que l'attitude de la France par rapport au handicap, elle doit être différente de celle d'autres pays. J'ai habité aux États-Unis, par exemple, où l'infrastructure est toujours, ou en tout cas à l'ère là où j'ai vécu, adaptée au handicap. Je pense en fauteuil roulant, mais je fais du skateboard, donc je me rends bien compte quand il y a des coins de trottoir qui sont abaissés, ou quand une personne veut rentrer dans un bus, le bus est adapté. Les trains, il y a des ascenseurs partout. En France, est-ce que la partie de votre travail de lobby, elle est en lien aussi avec, par exemple, la mairie de Paris, pour que les nouvelles stations de métro soient accessibles, que celles qui existent aussi soient accessibles? Est-ce que ça fait partie de votre travail d'essayer de changer ce genre de choses? C'est pas mon travail parce qu'en fait j'ai pas décidé de faire ça ou on m'a pas demandé de le faire, mais en tout cas ça fait partie de mes engagements. Alors c'est pas la mairie de Paris qui est responsable de l'accessibilité du métro, c'est la région Île-de-France qui en a la délégation. Donc Anne Hidalgo évidemment serait contente de m'entendre, et un peu moins Valérie Pécresse, mais aujourd'hui ce qui est vrai, c'est moi quand je voyage aux États-Unis, c'est que si j'avais un handicap plus lourd, je me serais sûrement posé la question de rester ou pas à Paris. Parce qu'il y a Paris déjà, et puis il y a d'autres villes de France. Il vaut mieux vivre à Nantes, par exemple, qui est beaucoup plus wheelchair-friendly. Les États-Unis, oui. Moi, jamais je me pose la question quand je vais aux États-Unis de est-ce que je vais pouvoir accéder à ce restaurant, est-ce qu'il y a des toilettes qui ne sont pas au -1 ou au premier étage. Donc l'action accessibilité dans un continent beaucoup plus jeune que le nôtre, et aussi avec une population dont un tiers des habitants est obèse. Donc avec des vrais problèmes de mobilité. Vous arrivez à un aéroport aux États-Unis, moi j'ai énormément voyagé, vous arrivez, vous avez, pas comme chez nous, un système complètement fou de dépendance, où on ne vous amène pas votre fauteuil forcément à la sortie de l'avion, et il faut attendre que quelqu'un vous prenne en charge. Mais moi je ne veux pas être pris en charge. Moi je suis arrivé à l'entrée de l'avion avec mon fauteuil, je veux que quand je sors de l'avion, on m'amène mon fauteuil, et puis après je me débrouille. Mais sauf que nous ça a été pensé à l'envers, alors que vous arrivez aux États-Unis, il y a des fauteuils partout. Il y a des services d'assistance partout. C'est pas ça la société idéale, mais la question, en tout cas de l'accessibilité, elle est là. Si vous parlez en l'occurrence pas la mairie de Paris, mais du métro parisien, ça fait partie des questions et du lobby qu'on essaie d'opérer auprès de la RATP, parce que c'est la RATP qui est responsable du métro parisien, et aussi de la région Île-de-France. Nous, le travail qu'on peut faire, c'est un travail de lobby, c'est d'expliquer l'importance d'actionner ça. Ce qu'on nous répond, c'est qu'il y a de plus en plus de bus accessibles, c'est que le tramway est accessible, mais le tramway il fait le tour. Nous, on veut se balader à l'intérieur. La réalité aujourd'hui, c'est que pour être autonome à Paris, et moi je suis bien placé pour le savoir en fauteuil roulant, on ne pouvait pas être autonome en transport en commun. C'est pas possible. Donc vous êtes obligé d'avoir une voiture. Donc avoir une voiture, ça veut dire avoir les ressources pour avoir une voiture.
Donc au sein d'une population qui est déjà discriminée et donc souvent en situation précaire, il y a ceux qui ont les moyens de le faire et ceux qui n'ont pas les moyens. Donc on vient rajouter une nouvelle forme d'inégalité. Et donc oui, ça fait partie des enjeux. Après, moi, je n'ai aucune prétention. Moi, je peux aller voir demain le PDG de la RATP et lui dire c'est un scandale, vous devriez faire telle ou telle chose. Il le sait, ils le savent. Vous savez combien ça coûte de rendre accessible une station de métro? C'est entre 15 et 17 millions d'euros. C'est des études qui ont été faites. C'est la mise en accessibilité. Alors, c'est pas juste pour fauteuil roulant, pour tous. Parce que notre métro, il a plus de 100 ans. Donc, en fait, vous avez la surface, puis après, vous avez l'eau, le gaz, l'électricité. Et donc, c'est pas juste un trou et mettre une cabine. Sauf que, qu'est-ce que c'est 15 à 17 millions d'euros sur un budget global de l'État? Sauf que, vous allez me dire, il y a 300 stations, très bien. Mais nous, on ne veut pas que dans 5 ans, tout le métro parisien soit accessible. Mais commençons. Servons-nous des Jeux paralympiques en disant qu'on va accueillir le monde entier tel qu'il est, donc handicapé et valide. Et bien faisons de Roissy ou d'Orly ou de quelques grandes gares quelques segments. Des choses mais ça, c'est qu'une question de volonté politique. Les moyens, ils peuvent être dépensés. Sauf que la région dit, on ne sait pas nous le faire, ATP fait, on n'a pas les moyens, l'État dit, oui, mais on a d'autres. Donc tout le monde se renvoie la balle. Et c'est là, encore une fois, nous, on a un vrai travail profond de lobby et d'unité à avoir. C'est que le jour où nous, on décide, sans mauvais jeu de mots, de paralyser le pays, parce qu'on est 10 à 12 millions, et qu'on décide justement d'avoir cette unité-là, tout simplement pour dire, attendez, on vit dans un pays, la déclaration des droits de l'homme, elle vient d'ici, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous, elle n'est pas respectée en fait dans notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes droits, pardon. On n'a pas les mêmes droits. Mais il n'y a rien. C'est-à-dire que moi demain, je pourrais, si j'étais résident américain, et je pense que ce serait beaucoup plus accepté dans ma culture, je pourrais faire des procès tous les jours. Tous les jours, je pourrais faire des procès pour discrimination. Que ce soit si je veux aller avoir un crédit pour assurer un appartement que je veux acheter, que ce soit quand je veux accéder à tel bâtiment, que ce soit quand je paye la même place que tout le monde pour aller voir un concert à l'Olympia et que je suis obligé d'être derrière la régie parce qu'on ne me laisse pas... Mais tous les jours. Et encore, moi, je suis un privilégié. Moi, s'il s'avère que si je veux aller en bas à l'Olympia parce que je connaîtrais tes trucs, j'irai. Donc finalement, moi, je ne suis pas victime plus que ça de discrimination au quotidien. Mais malgré tout, quand même. Donc imaginez personne handicapée ordinaire qui n'a pas, entre guillemets, eu ses portes ouvertes grâce moi au sport de haut niveau, le fait est qu'on vit dans une société qui est extrêmement pesante. Donc oui, pour l'accessibilité pure, physique, vaut mieux vivre aux États-Unis. Pour la pratique du sport, vaut mieux vivre en Angleterre. Alors on parlait avec une nouveau collègue tout à l'heure, peut-être que l'équilibre au global le plus sympa, c'est de vivre au Canada. Il semblerait que c'est l'endroit le plus juste en termes d'intégration de ces minorités. Il vaut mieux vivre dans les pays du Nord, les pays scandinaves. Mais voilà, il n'y a pas un pays qui aujourd'hui peut se targuer d'être parfait dans tout. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup de boulot. Et encore une fois, on fait partie des pays les plus riches au monde et qui se targuent d'être un pays, défend un pays, patrie des droits de l'homme. Voilà, on a quand même beaucoup de boulot là-dessus. Mais oui, comptez sur moi. Je m'assurerai que le métro soit accessible un jour. Non, mais je suis un optimiste. Donc, ça fait partie des milliers de choses sur lesquelles on continuera à combattre, à se battre au quotidien parce que c'est tellement évident. Quand elle met un métro plus accessible, c'est encore une fois plus facile pour des millions d'usagers, pas uniquement pour les quelques milliers de personnes en fauteuil roulant. Une autre question? Voilà, Alice. Bonjour. Est-ce que vous pensez que c'est utile d'avoir des quotas, par exemple, dans des entreprises ou même dans le public, pour des gens handicapés, ainsi que pour des femmes, ce qui existe déjà? Je pense que ça existe en France, mais je voulais juste savoir ce que vous en pensez. Oui, ça existe en France. Toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer 6% de travailleurs handicapés. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Moi, toutes les semaines, vous savez, là, en novembre, il y a la SEEPH, la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. C'est la semaine où toutes les entreprises décident de faire un gros truc sur le handicap. Voilà. Alors moi, c'est super, c'est une semaine où je bosse 80 heures, ça me fait 6 mois, après je peux partir en vacances aux Bahamas. Donc tout ça, c'est très bien. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les entreprises, mais nous, on a une mission handicap, nous, on est volontaire, mais on ne trouve pas de travailleurs handicapés. On a beau chercher, on ne trouve pas. Bon, d'abord, on regarde, est-ce qu'ils ont bien cherché? Mais la réalité, c'est que c'est vrai, il y a pas toutes, hein, loin d'être toutes, mais un certain nombre d'entreprises, effectivement, fait le boulot. Voilà, communique, ouvre ses postes à tout le monde en le précisant, en allant sur des sites de référencement où on pourra trouver des travailleurs handicapés. Bon bref, on fait ce travail-là. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas du tout 100% des enfants handicapés de la République qui ont accès à l'école, à l'enseignement ordinaire.
C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans le bureau de la secrétaire d'État chez les personnes handicapées, Sophie Cluzel, il y a une dizaine de jours. On m'a invité pour qu'on échange sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la question de l'emploi. Je lui fais, mais peu importe le sujet, il y a un travail à faire aujourd'hui. C'est un travail d'une génération. Donc c'est 20-25 ans, à commencer maintenant. Ça n'empêche pas d'avoir une politique à développer pendant ce temps-là. C'est de rendre obligatoire et systématique l'accès à l'éducation pour 100% des enfants de la République. Qu'il n'y ait plus d'enseignement séparé, qu'on n'ait plus aujourd'hui des enfants qui arrêtent l'école parce qu'on n'a plus d'auxiliaires de vie scolaire en nombre, ou parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'il y a des auxiliaires de vie scolaire qui, pour certains, des fois, s'arrêtent en 3e. Mais sauf que nous, on veut aller après. On va avoir le bac, et puis après, on va faire des études supérieures. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que ce travail-là, il n'est pas fait. Moi, plus jamais, je voudrais un jour faire de conférences dans une entreprise pour sensibiliser les gens au handicap, à la différence et au fait que ça puisse bien se passer. Mais imaginez, c'est quand même fou, en 2018, de faire ça. Mais la réalité, c'est que si on avait évolué à l'école, moi, j'ai jamais vu de gamin handicapé à l'école. Le handicap, alors pour ceux qui sont français, le handicap, moi, je le voyais une fois par an quand je regardais le Téléthon. Et que je tombais dessus, entre l'élection de Miss France et le Téléthon. C'était bien aussi l'élection de Miss France. Et donc, pour le coup, c'est le seul moment où j'entendais parler de handicap. Et encore, dans une famille de médecins, mon père qui me disait, ouais, quand je voulais faire du scooter à l'adolescence, fais attention, sinon je t'emmène à Garches, qui est un grand centre d'éducation, un des plus grands en France, où il y a plein d'accidentés de la route, pour me sensibiliser à ça. Mais on ne connaissait pas le handicap. Donc ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Les gens, les Français ou les autres ne sont pas malveillants. Moi, j'ai cru au début que les gens étaient malveillants parce que je pouvais vous raconter des milliards d'anecdotes de gens qui ont eu des attitudes complètement folles, complètement improbables. La personne, vous entrez en boîte de nuit, la personne qui vous regarde comme ça, qui fait la main sur la cuisse, fait franchement bravo. Bravo pour quoi il fait franchement, à ta place, je me serais flingué. La personne, voilà, alors, mais la personne qui vous dit ça, pourtant j'ai de la répartie, je suis pas mauvais à ça, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pas su quoi répondre. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est que dans son imaginaire, il n'y a rien de pire qu'être handicapé, vaut mieux mourir. Ça fait pas de lui quelqu'un malveillant, même si sur le moment j'avais qu'une envie, c'était de lui mettre ma main dans la gueule, mais la réalité, c'est que c'est pas lui quelqu'un de malveillant, c'est que son ignorance, qui est due au fait que nos gouvernants, nos dirigeants, nos médias, nos entreprises, la société qui ne fait pas son travail, qui en tout cas a peur de ça, n'est pas capable collectivement d'assumer ça, se retrouve à avoir des attitudes qui sont nuisibles, qui peuvent être violentes. Et donc oui, la réalité aujourd'hui, c'est que c'est une responsabilité collective. On a un certain nombre de choses à faire. Et encore une fois, parce que ça peut arriver à n'importe qui, que c'est pas forcément quelque chose qui vous condamne à être ce que la société a décidé pour vous. Ça vous condamne par contre à vous adapter, c'est sûr, à devoir affronter un certain nombre d'obstacles, mais ça empêche quoi. Passons une journée tous ensemble, vous verrez, venez, je vous emmène avec moi, on passe une journée on va s'éclater. La vie peut être très heureuse, même en fauteuil roulant. Et heureusement d'ailleurs. Une personne sur 6 a un handicap dans notre société. On est une population vieillissante. Je vous souhaite à tous d'être un jour un peu dépendant. Ça veut dire que vous vivez longtemps, même très longtemps. C'est pas très grave la dépendance, ça crée du lien social, il y a des gens sympas, une petite personne qui vous pousse au fauteuil, il y a plein d'avantages aussi. Non mais ce que je veux dire c'est que voilà, au-delà de ça, c'est d'arriver à trouver justement comment nous on décide de s'approprier ça à sa propre échelle, pas attendre toujours que ce soit nos élus, nos dirigeants, nos chefs d'entreprise. En fait, chaque personne, chaque individu, les 65, 8, 70 millions de personnes de notre société puissent faire ce travail-là. Mais avant tout, l'école. Si on est capable, depuis la plus tendre enfance, de vivre ensemble, on ne se posera jamais la question. Est-ce qu'on a envie de sortir avec une personne handicapée? On ne se posera pas la question. Je vais sortir avec cette personne-là parce qu'elle me plaît, point final. Je m'en fous qu'elle soit assise dans un fauteuil ou pas. Mais c'est un des enjeux. La vie affective, le problème de l'accès à la vie affective quand on est handicapé est un des enjeux et un des tabous aussi. Mais c'est valable pour tout. Pour tout. Et si quand on est gamin, on joue ensemble. Moi j'ai un enfant qui a 2 ans et demi, je peux vous dire. Pour lui, le handicap, le fauteuil roulant, c'est un non-événement. On parle de banaliser la différence. Pour lui c'est évident. Moi, je peux mettre debout, je suis paraplégique incomplet, donc je peux mettre un peu debout. L'autre fois, je sors de mes toilettes, mon fauteuil à l'extérieur, et là, je sors, et mon fils, alors ma femme est anglaise, donc il parle un peu les 2 langues, et il me regarde, il fait « Papa's chair », il m'amène mon fauteuil. Pour lui, son papa, il doit être en fauteuil. Mais il sait que je peux mettre debout, mais sa position normale, c'est le fauteuil. Et mon petit de 2 ans et demi qui essaie de me prendre la jambe pour m'aider à la remettre sur mon fauteuil. Du bon sens. Il sait que la position idéale de son papa, c'est assis. Et donc, il y a quelque chose de finalement assez enfantin, mais assez spontané. Et les enfants, quand vous les y sensibilisez le plus tôt possible, ça fait de toute façon des meilleurs citoyens. C'est beaucoup plus compliqué de changer la vision d'une personne qui a une 50aine d'années, parce que ça fait 50 ans qu'elle est formatée, souvent par des choses qui sont fausses et biaisées,
Alors qu'un enfant, vous le faites une fois. Moi, quand je vais dans une école, les enfants, qu'est-ce qu'ils me posent comme questions? Ils ne me posent pas vos questions. Les enfants, ils me posent toutes les questions que vous posez, mais que vous n'oserez pas poser devant vos collègues. Mais eux, ils les posent tous. Et je peux vous dire, il faut être armé pour répondre à leurs questions. Moi, j'ai fait une fois dans une école, pendant 1 heure, toutes les questions de la vie courante, quotidienne, pratique, tout. Tout est passé. Il a fallu leur expliquer comment je vais aux toilettes, comment je prends ma douche, comment je mets une chaussette, comment j'embrasse une fille, tout, ça a été. Et sauf que ces gamins-là, quand ils se retrouvent dans une entreprise, et que demain il y a un collègue à eux qui a dit, mais ce sera un non-événement. Ce sera d'une banalité sans nom. Donc on a encore du boulot, mais voilà, tant mieux, ça me permettra de continuer à voyager, à faire des belles rencontres, et puis voilà. Bon, et c'est vrai que ton enthousiasme, c'est contagieux pour tous les domaines de la vie. Je vais te poser une question que je pose à mes amis plus intéressants. Don't believe it very much, but je pense que tu es une force exemplaire. Et si tu devais choisir un mot pour te décrire dans ces moments de ta vie, aujourd'hui, quel mot tu penses que te décrit mieux? Un mot seulement. Je peux réfléchir 2 secondes. Oui, tu peux réfléchir, tu vas prendre ton temps, oui. C'est le moment où vous dites, est-ce qu'il faut que je sois drôle, est-ce qu'il faut que je sois profond pour que les gens se souviennent de ça? Il faut être comme surtout des enfants, surtout pas passer pour un mec vraiment chiant, oui, enthousiaste. Ouais, voilà. Une question quoi? Oui, c'est ça. C'est une question qui te révèle alors beaucoup. Des charges, les Miss France, on leur pose des questions à la con, c'est ce qui fait que des fois, elles se retrouvent dans une situation comme ça, quoi. Si on les préparait, au moins, voilà. Non, mais moi, le mot qui revient le plus souvent, mais qui n'est pas un mot, qui est une sensation, c'est que moi, je me sens profondément heureux. Heureux ou épanoui, en tout cas, d'être là où je dois être et de faire ce que j'aime. Moi, je suis mais plus que ça, c'est libre, en fait. Voilà, la liberté. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans ma façon de vivre ma vie, d'entreprendre, d'exister. Moi, je me sens quelqu'un de profondément libre. Et pourtant, j'ai la société qui passe son temps à essayer de m'accrocher des poids, des freins. Et en fait, plus on m'en met, plus je me sens libre, parce que plus je m'en débarrasse et plus j'essaie d'avancer, d'entreprendre, de créer et de bousculer ça. Donc oui, je dirais libre. Voilà, libre. Un peu à la Diego, en hommage à Johnny Hallyday. Faire un peu un truc. Non, mais oui, je me sens... Et pas que dans ma tête. Non, je me sens libre. Je suis un grand fan de Johnny. Okay. Mais oui, non, je me sens libre. Voilà, je me sens particulièrement libre. Et pourtant, j'aurais pu être beaucoup plus libre, en tout cas physiquement, si j'avais pas été en fauteuil roulant. Et donc voilà, libre. Ça te va comme réponse ou pas? Ça va très bien. Mais moi, je te repose la question. À moi? Ouais, je te retourne la question. Là, tout de suite. Moi? Mario. Quel mot? Le mot tout de suite. Mais je le sais déjà parce que tout le monde me pose la question. Mais ils ne le savent peut-être pas, et moi en tout cas je ne le sais pas. Je dirais, dans ces moments de ma vie, je dirais light, en anglais, light. Mais pour les deux sens, de lumière, ouais. Mais aussi light, légère. C'est là où il est fort, c'est qu'il me lance sur un truc où il sait que je pose la question, où lui il va avoir 2 trucs, d'accord. Je triche. Mais... Bon, dernière question, là, aux dernières 2 questions. Ils sont 4. Ils sont 4. Madre mia. 5 maintenant, voilà. C'est une vente aux enchères. On a 10 minutes. On a 10 minutes. Ah, mais, madame, il faut respecter la parité. Il y a eu 2 dames pour l'instant. Enfin un homme. Bien, merci beaucoup. C'est Claude-Olivier Ndébé, je viens de l'Oise. Et donc, je suis polyhandicapé à vie. Depuis 46 ans que je vis dans l'État. Et j'ai connu beaucoup de déboires. Je félicite Michael pour le combat qu'il mène, parce que ce n'est pas en fait une question, mais un constat et un encouragement. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de vivre cet état. Et s'il y en a parmi nous qui demandent l'euthanasie, ce n'est pas par simple sentiment, c'est parce qu'il y a trop de déboires. Trop de souffrance, trop de misère. Vous comprenez? Mais le combat qu'il mène, c'est aussi le mien. Difficilement, je suis parti aux études. Difficilement, je me suis marié. Difficilement, j'ai fait la vie. À tel enseigne qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai plus envie d'aller travailler ou chercher du travail. Je suis vraiment fatigué, dégoûté
Pourquoi? Parce que nous faisons face à un monde qui n'est pas prêt à nous accepter. Les vivre ensemble, c'est nous qui les cherchons. Ce ne sont pas les valides, Michael. C'est nous qui les cherchons. Et puis, la misère s'aggrave par rapport à l'environnement dans lequel vit la personne en situation de handicap. On peut être à Creil, c'est pas pareil sur Paris. On peut être dans une autre ville, c'est toujours pas pareil. Donc, ce que moi j'ai connu m'a poussé dans mes 50 ans de pouvoir mettre en place pour continuer à combattre l'ité, essayer plutôt de sensibiliser voilà, cette partie de la population, donc entre guillemets les valides et les décideurs qui nous écrasent souvent. Et vous comprendrez que les lois, ce n'est pas nous les handicapés qui nous les mettons en place. Pour la plupart des cas, ce sont ces valides, mais qui ne les mettent pas en pratique. Mais nous avons besoin de vivre comme tout le monde. Banaliser la différence, oui, c'est nous qui cherchons. Ceux qui sont valides n'en ont pas besoin. Et donc, si nous nous prenons pour conscience, comme le fait Michael avec tous les combats qu'il mène, il parle des lobbies, de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille jusqu'à peser auprès des décideurs et auprès de la population. Comprenez? Donc, ce n'est pas un combat qui va se limiter à Michael ou à moi. C'est un combat de tous. Mais déjà, avoir le corps qu'il a, ça flatte. J'ai pris 10 kilos depuis que j'ai arrêté. Voilà. Bah oui, parce que penser aux autres, c'est quelque chose de grand. Je vous assure. Tout le monde n'a pas cette pensée. Vous aurez dit rester dans votre état, vous êtes tennisman, voilà, vous essayez de vivre avec vos moyens. Mais tout le monde n'a pas ces moyens-là. Vous pourriez dire, bon, je m'en fous des autres, parce qu'au moins, j'essaye de faire face à ma vie. Mais vous pensez à nous et à d'autres. Non, c'est fort, ça. Vous méritez les encouragements. Alors, pour tout ça, avec tout ce que moi j'ai connu dans la vie, dans les mêmes combats, parce que je suis ici fondateur de deux petites associations qui n'ont pas de renommée comme le vôtre. Hein. Je suis émergent, je suis encore dans les pétrins, il faut qu'on me sorte de là. Et donc, dans mes 50 ans, avec 46 ans de misère, j'ai quand même réussi à écrire un livre qui permet de sensibiliser au handicap, comme le dit Michael. C'est justement pour atteindre les décideurs, la population, partout dans le monde, pour qu'on puisse essayer de sensibiliser au handicap par rapport à tous les devoirs que nous connaissons. Est-ce que je peux vous prendre une copie? Est-ce que je peux vous prendre une copie ou est-ce qu'on peut le trouver? Moi aussi. Ah, trop tard, j'ai demandé le premier. Et donc, ça n'a jamais été facile. Les titres, c'est tout m'a été difficile. Je n'ai pas voulu écrire pour moi seulement, c'est mon histoire en grande partie. Mais justement, c'est pour sensibiliser tous ceux qui ont ce cœur d'humain. Je dis bien ceux qui ont le cœur d'humain. Parce qu'il y a des choses que nous vivons, des choses que nous rencontrons, et qui font très mal, et qui nous enlèvent le goût à la vie. Mais ce n'est pas nous qui avons demandé cet état. C'est arrivé, on fait avec. Je regrette que Michael ait basculé vers nous, mais au moins il réussit quand même à faire quelque chose. Ça, c'est déjà bien pour lui. Et le corps qu'il a. Non, vous avez mes encouragements. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup. On doit accélérer un petit peu. On a deux questions. Louisa, et après, non, madame. Non, mais juste avant de poser votre question, juste un commentaire sur ce que Claudel raconte, Claude Olivier. En fait, c'est une réalité. C'est que vous n'avez pas demandé à être polyhandicapé. J'ai pas demandé, même si j'ai fait le con, j'ai pas demandé à être en fauteuil roulant. C'est que c'est un accident de la vie qui est commun à l'humanité entière. On est tous victimes d'accidents de la vie dans nos parcours, plus ou moins graves, mais on est tous victimes d'accidents de la vie. Et la réalité, c'est que c'est une responsabilité collective. C'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes dans cette assemblée, tous les citoyens dans le monde dans lequel on évolue, ont une responsabilité pour rendre le quotidien, pas uniquement de nous deux, ou de nous quatre, ou de nous cinq, mais de rendre le quotidien de chacun plus vivable, plus agréable, plus confortable. Et aujourd'hui, ça demande souvent du bon sens, de l'humanisme, de l'humanité, une capacité un peu d'altruisme, un peu d'écoute,
Ça ne demande pas forcément de débourser toujours des crédits de milliards, de lois, juste le vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est ça. Effectivement, nous, on n'a rien demandé. Maintenant, on est là. On préférait être autonome, on préférait travailler comme tout le monde. Et ça, comment le construire ensemble? C'est ça l'enjeu. Et ça, on peut tous en faire quelque chose. Franchement, sans que ce soit dans son intimité, dans son quotidien, on a tous une capacité d'action pour changer le monde, c'est sûr. Je ne sais pas si ça vous aide pour la transition, pour votre question. Non, mais en fait, c'est monsieur qui m'aide pour la transition, parce qu'en fait, c'était ça que je voulais aborder. C'est qu'avec toi, Michael, tout paraît facile. Parce que tu es hyper optimiste. Tu as l'impression oui, que tout est facile. Et qu'en fait, tu as toi-même banalisé en fait, ton handicap. Mais c'est de mon point de vue, une situation qui est juste exceptionnelle. Toi, tu arrives parce que tu as ce caractère pour. Et en fait, moi, la réflexion que je me faisais, c'était, est-ce que toi, tu vas... parce que le handicap est difficile pour beaucoup trop de personnes. Parce déjà, certaines personnes sont dans le déni. On n'accepte pas le fauteuil. Quand on est en situation de handicap, tu en as parlé, retrouver un emploi, c'est compliqué. Vivre avec les allocations de handicap, ben, là, on est sur de la survie. On ne peut pas vivre quand on a une allocation de personnes en situation de handicap. Et je voulais savoir, donc effectivement, on te suit parce qu'on te voit, tu es médiatisé dans les émissions, les livres, la sauce, etc. Donc tu nous donnes beaucoup d'énergie. Mais comment, en fait, tu vois, on est dans des entreprises où on est obligé d'aller chercher des compétences pour aller former nos collaborateurs à sensibiliser sur le handicap. C'est terrible parce que tu le dis toi-même, c'est du bon sens. Faut avec toi, se comporter naturellement, c'est hyper facile. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et tu vois la différence avec monsieur, là, il m'a coupé la chic en fait. Je n'arriverai pas à me comporter aussi naturellement parce que je vois qu'il est en souffrance. Alors quelles actions sont menées par rapport à des personnes qui vivent mal leur handicap? Non mais si, mais je comprends très bien. Et puis c'est entre guillemets des choses pas qu'on me reproche, mais qu'on m'évoque. Moi, quand je mon accident, j'ai 18 ans. Là, je vous parle aujourd'hui, 18 ans plus tard, avec la vie que moi j'ai menée, qui est une vie pas ordinaire, effectivement, qui est une vie privilégiée, et d'ailleurs pas qu'au sein de la minorité à laquelle j'appartiens. Moi, tous les soirs, pendant 2 ans, je pleure dans ma chambre d'hôpital. Je pleure quand je rentre le soir, même si c'est une période où je ressors avec des filles, où je fais du sport, où je m'éclate. Le centre d'éducation, c'est une période qui, pour moi, a été une période aussi dure qu'agréable. Une espèce de sentiment de liberté totale. Qui va me dire, c'est pas bien, monsieur Jérémias, de fumer un joint, de sortir avec votre infirmière, de faire... On s'en fout. S'il y a bien un moment de votre vie, on peut rien vous dire, c'est ça. Et j'en ai vraiment bien profité. Mais c'est une période où, malgré tout, le soir, quand vous rentrez, bah, vous chialez dans votre lit parce que vous avez peur. Vous avez peur dans vos tripes. Moi, quand j'ai appris que j'allais être papa, j'ai pas chialé le jour où mon fils est né. Je me suis effondré le jour où j'ai appris que j'allais être papa. Alors j'en parle librement parce que je viens de sortir, vous parlez de livre, ma biographie, où je parle de ça. Il m'a fallu 3 ans pour avoir mon petit bonhomme. Et donc extrêmement compliqué, des enjeux de couple importants et tout. Et donc on a eu notre petit bonhomme. C'est qu'à ce moment-là, ça a été 9 mois, pas d'angoisse que la grossesse se passe mal, c'est comment on est papa quand on est en fauteuil roulant. Mais moi je vis ça au quotidien, tous les jours je vis ça. Ce qui est vrai, c'est que mon handicap n'est pas le même que monsieur, n'est pas le même pas le même que plein de gens. Il est plus facile qu'un certain nombre, mais il est plus compliqué qu'un certain nombre. Il y a bien plus léger que la paraplégie dans notre pays, mais il y a bien plus grave que mais c'est ta façon de le gérer, en fait. Mais ma façon de le gérer, c'est ce que j'expliquais, c'est que moi je suis un privilégié, c'est que c'est pas moi qui ai décidé d'avoir ce tempérament-là. Je suis pas un imbécile heureux, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais pour une simple raison, c'est que moi je crois en rien. C'est-à-dire que j'ai pas été élevé dans la religion, et donc pour moi on naît, on vit, on meurt. Il n'y a rien de pire que le fait que ça s'arrête. Pour moi, il n'y a rien qui m'angoisse dans la vie à part ça. Alors si, depuis que j'ai un enfant, qu'il lui arrive un truc à lui. Mais à part ça, donc en fait, tant que je suis là, mon seul objectif dans la vie, c'est de m'éclater. Mais pas de manière illuminée, à brûler la vie au quotidien n'importe comment. Ça, je l'ai fait en centre d'éducation, puis je l'ai fait quelques années après. Mais c'est simplement de me dire, qu'est-ce que je peux faire? Et peu importe dans quel domaine, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour, ne serait-ce qu'une minute dans la journée, trouver une source de bonheur, de plaisir, d'épanouissement. Peu importe le domaine. Moi, c'est pas un truc que je me dis le matin en me réveillant, mais c'est quelque chose qui me conditionne profondément, qui devait peut-être être en moi avant mon accident, qui s'est révélé au moment de mon accident. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive pas d'avoir des jours où je fais la gueule.
Mais il y a des jours où je fais la gueule. Mais pas parce que j'ai le cul dans un fauteuil roulant. Je fais la gueule parce que là, mon train avait une demi-heure de retard. Ça m'a fait chier, je ne savais pas pourquoi. Je voulais qu'on ait plus de temps pour se voir ce midi. Et il y a 50 000 trucs. Parce que je sais que ce soir, je vais rentrer. Je viens de déménager il y a 5 jours. J'habite à Londres maintenant avec ma femme et mon fils. Et que je vais avoir des cartons à faire. Mais des trucs à la con. Les gens qui me disent, mais monsieur, vous êtes handicapé, on ne va pas se plaindre devant vous. Mais plaignez-vous devant moi. L'échelle de la souffrance, elle est extrêmement personnelle. Il y a des gamins de 12 ans qui se foutent en l'air parce qu'il y a une photo d'eux sur Facebook qui est compromettante. Donc évidemment qu'on peut le faire. Et donc moi, si j'ai créé cette association avec ma femme et mon frère, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est évidemment pas pour moi à titre personnel. Et je dis pas ça pour me le raconter. Quand je dis que je suis un privilégié, c'est un constat. C'est que le constat que vous faites, c'est vrai. C'est que la plupart des personnes handicapées dans notre société souffrent. Le fait de ne pas avoir accès à l'emploi, c'est pas juste des chiffres. Ça veut dire vivre dans des conditions extrêmement précaires, bénéficier d'allocations adultes handicapés, donc des prestations compensatoires à moins de 1 000 € par mois. Vous parlez de survie, bah oui, on est dans la survie. Pourquoi je ne travaille pas uniquement sur la question du logement, de la santé et de l'emploi, mais que je travaille notamment beaucoup depuis 2-3 ans sur la question de l'accès à la culture? C'est qu'on ne veut pas survivre. Un truc tout bête, aller au cinéma, aller dans un festival de musique, des trucs qui peuvent paraître anecdotiques quand on a le problème du mal logement et tout, ou le problème du chômage de masse pour les personnes handicapées. Mais en fait, tout ça doit être balayé. Et donc moi, ce combat, il est là, et il est justement pour permettre à tous, et aux personnes qui n'ont pas eu peut-être la chance que j'ai eue, dans le parcours, dans l'éducation, dans la formation, dans la manière simplement de vivre ça, parler de déni, peut-être que moi aussi je me mens un peu, peut-être que je suis un peu dans le déni, peut-être que si vraiment on allait au bout, si on faisait notre psychanalyse jusqu'au bout, peut-être que en vrai, quand on n'a qu'une seule existence, il y a une partie de nous, peut-être pour se protéger, qui dit que bon, allez, c'est quand même pas évident complètement, on le met un peu de côté, peut-être. Alors je dis, j'ai fait ce travail-là, on le fait jamais complètement, mais voilà, en tout cas chez moi c'est peut-être le cas, mais ça restera marginal. La réalité c'est que ce que me disent mes parents et mes frères en rigolant, ce qu'ils m'ont dit à l'époque et maintenant ils disent avec un peu plus de détachement, c'est la seule chose qui pourrait nous arriver de dur maintenant, ce serait qu'en fait tout ça c'était une illusion et qu'en fait un jour tu t'effondres et que tu nous dises en fait c'est trop dur d'être handicapé. Et ils m'ont dit ça il y a très longtemps quand ils ont vu cette reconstruction et je leur ai dit mais je comprends le truc, mais bon, à part si je suis vraiment un illuminé, franchement, faites-moi confiance, je pourrais m'effondrer un jour. Je sais pas si ma femme me quitte, si mon fils lui arrivait un sale truc, pour plein de raisons, mais voilà, je suis en fauteuil roulant, c'est comme ça. Moi, je suis cartésien, c'est-à-dire que, et puis je suis très pragmatique, c'est-à-dire que je me suis jamais battu sur le fait de remarcher un jour ou pas. Je suis en fauteuil roulant, c'est comme ça, c'est un état de fait. La réalité fait que je ne peux plus mettre un pied devant l'autre, en tout cas comme vous, même si je peux déambuler un peu. Donc je me suis pas battu contre ça, et malgré tout, pour moi, ça a pris, je dirais, à peu près 4 ans. De 2000 à 2002, des hauts débats, psychologiquement, heureux, malheureux. Alors pourtant, je sors le week-end, je vais à la fac, je fais du sport, je suis champion de France de tennis, mais ça va pas. Donc de 2002 à 2004, je vais voir un psy toutes les semaines, je vais chez mon psy, je m'allonge 1 fois par semaine et je fais ce travail-là auprès de mon psy pendant 2 ans. Et ça, c'est un truc sur lequel je communique. Alors évidemment, quand on se voit comme ça rapidement, je vous fais pas l'histoire de ma vie, mais c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire. Et que là, je fais cette historique-là depuis ma naissance jusqu'à maintenant dans ma bio. Alors je suis pas venu avec mon bouquin, bonne technique de faire. Il est dans ma boîte aux lettres, je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, vous l'avez reçu aujourd'hui. Il fallait l'amener, je vous l'aurais dédicacé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est que il y a en fait, sans vivre dans un monde de bisounours, c'est qu'il y a la place. Il y a la place au bonheur. Le bonheur, il est possible. Je dis pas qu'il sera possible pour tout le monde. Je crois pas au yes you can ou quand tu veux tu peux. Quand on peut. Pour moi, c'est la phrase la plus con au monde. J'y crois pas une seule seconde. Mais je crois pas non plus que parce qu'il nous est arrivé ça, on ne peut pas y avoir accès. Par contre, c'est un combat. Effectivement, c'est un combat. Et on n'est pas tous égaux face à ce combat-là. On n'a pas tous les mêmes arbres, on n'a pas tous le même entourage, on n'a pas tous le même tempérament. Et donc, il y a une égalité là-dedans. Donc, notre mission, à ceux, handicapés ou valides d'ailleurs, qui ont les ressources pour justement contribuer à une société plus juste, plus égalitaire, qui évitera aux personnes handicapées d'être dans une situation de souffrance et de discrimination, et ben, de le faire et de s'assurer de plus se retrouver dans des situations comme ça. Mais je suis pas, comment dire, je suis plus que conscient de ça. Je vis dans ce monde-là depuis 18 ans. Moi, ce que je vis, c'est pas un exemple, au sens, je suis pas du tout représentatif de la majorité des personnes handicapées dans notre société. Je le sais bien. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de faire ça, bien au contraire. Je vais me servir. Non mais je vais me servir de ça et j'assumerai. Et vous n'êtes pas la première à me le dire et je l'entends très bien. Et je m'en défends pas d'ailleurs, c'est comme ça. C'était pas du tout. Non mais je sais bien. Hein. Non mais inacceptable. Non mais sortez-la. Sortez-la tout de suite. Récupérez son livre dans sa boîte aux lettres. Non mais
Je sais bien, mais c'est un vrai enjeu. Je vous dis ça et je finirai là-dessus. C'est que j'ai eu cette discussion avec mon grand frère. Mon grand frère qui était là le jour où j'ai eu mon accident. Mes deux frères m'ont vu sauter, m'ont imaginé mort après mon accident. Ils ont été là depuis le début. Et justement, dans cette façon, peut-être à l'époque, quand je faisais des interventions, où ils trouvaient que je passais trop rapidement sur la partie aiguë, la partie vraiment compliquée de mon existence. Mais c'est pas parce que j'étais dans le déni. C'est parce que moi, j'ai fait ce travail-là, qui est un travail personnel, très personnel. J'ai fait ce travail-là et qu'aujourd'hui, je suis sur une étape d'après, c'est-à-dire sur l'après, sur la reconstruction, sur comment on peut donner les outils au plus grand nombre, qui faisait que je passais plus rapidement sur ça. Et bizarrement, à 37 ans, quand j'ai écrit ma biographie, j'ai pris particulièrement le temps de tout raconter sur ça. Donc, rappelez-moi dans 2-3 jours, quand vous aurez lu le livre, vous verrez justement à quel point pour moi c'est un enjeu. Et je comprends très bien ce que vous dites là-dedans, à travers cette question-là. Et c'est un enjeu pour moi. Je ne peux évidemment pas changer ce que je suis et ce ne serait pas productif. Et à l'inverse, si je me ressens uniquement sur ce que moi j'ai mis en place ou sur ce que je suis, je me déconnecte de la réalité. En même temps, mon quotidien, moi, c'est... bon, il y a des gens que je connais ici dans l'assistance qui connaissent l'association, ne serait-ce que l'association, mais si ce n'est aussi tout le reste que je fais à côté. Moi, c'est l'essence même de tous mes engagements professionnels. Que ce soit dans merci pour ça, en fait. Non, merci pour la sauce. Non, mais sérieux, je voulais aussi le dire. Merci pour la sauce. Mais voilà, en tout cas, moi... Et on va te remercier. Bon, non, mais on aura l'occasion on va d'échanger. Continuer cette conversation. Définitivement, on doit faire this is to be continued parce que évidemment il y a beaucoup à partager. Mais je voulais te remercier. Je voulais te remercier pour ton optimisme, pour ton énergie positive, pour ton combat. Et j'espère qu'on va devenir partenaire dans cette bataille avec l'OCDE. Et alors, Merci beaucoup. Et les dernières, c'est pas un cadeau. Je voulais ton autographe. Et j'ai ici une petite chemise qui a le tennis court. Et je voulais, si tu peux signer pour moi, ça serait super sympa. J'ai joué au tennis très 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 mal. Non, faute, mais au tennis aussi. Mais je pense que... Oui. Merci beaucoup. Voilà. Gracias. Un grand plaisir et à très très bientôt, non? Oui. On va continuer. Je vais te donner ma carte. Mon ami. Enchanté aussi. Lectura para el tren. Toma.